Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième édition de notre émission Le Talk Realistech. Cette émission mensuelle, à la fois en vidéo et en podcast, dans laquelle Robin et moi essayons de décrypter les grandes tendances du secteur immobilier. Et le moins qu'on puisse dire en ce mois d'avril 2023 que nous allons essayer de décrypter, c'est qu'il se passe pas mal de choses, n'est-ce pas Robin ? Oui, bonjour Vincent. Oui, il y a énormément de choses qui se passent et vous avez été super nombreux à nous suivre le mois dernier. Donc, merci à vous. Et on espère que vous serez encore plus nombreux sur ce mois d'avril. On espère aussi, rentrons dans le vif du sujet, on aime bien commencer ce talk par un point plus macro, c'est-à-dire quelque chose qui se passe dans l'économie, pas forcément dans le secteur immobilier, mais qui a plein de conséquences pour notre industrie immobilière. Et puis ensuite, on entrera dans des sujets plus immobiliers, on parlera d'hôtellerie, on parlera de la PropTech et on parlera de la fin de la maison individuelle, plein de sujets passionnants sur lesquels je sais tu as plein de choses à nous raconter. D'abord, le fait macro dont tu voulais nous parler, je crois, c'est au fond un étonnement qui a été celui de beaucoup de Français cette semaine, de se rendre compte que l'homme le plus riche du monde est français, mais la femme la plus riche du monde est également française. Comment tu expliques ça d'abord, Romain ? Oui, alors après ça c'est un pur épiphénomène lié à la destinée de deux familles à la tête de deux très belles entreprises qui vendent des produits de luxe. Et aujourd'hui, vous connaissez cette maxime qui est de dire il faut vendre soit des produits très bas de gamme, soit des produits très haut de gamme, mais le piège c'est le moyen de gamme parce que là-dessus vous êtes très très largement copié. Donc c'est deux groupes qui sont deux aventures entrepreneuriales fantastiques dont on doit être très fier. Petit clin d'œil à tous ceux qui ont eu la bonne idée d'aller envahir le siège de... C'était hier, au moment où on tourne cette émission. Le siège de LVMH à Paris hier. Mais bon, on a deux entreprises qui sont fantastiques, qui ont à leur tête des familles qui les gèrent très bien, et donc qui arrivent en tête de ce classement. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien peut-être entre l'immobilier et je crois que tu m'expliquais un jour que dans certains territoires et dans certains pays du monde, notamment en Corée du Sud, mais aussi au Japon et évidemment en Chine, beaucoup de familles qui détenaient de l'immobilier ont, par l'augmentation des prix, vu leur patrimoine exploser. Et donc, quand j'ai fait une plus-value de 10 millions d'euros dans l'année sur mon logement ou sur un immeuble de bureau, je peux acheter un sac à 10 000 euros. Et au fond, je crois que ce lien-là il commence à être un peu documenté, un effet richesse qui a permis à plein de gens de devenir des clients du luxe. Ils ne l'auraient pas été sans l'augmentation de la valeur de leur patrimoine. Bien sûr, l'effet richesse de l'immobilier est un aiguillon très puissant de la consommation, au global dans toute l'économie, mais encore plus quand on parle des gens les plus aisés qui, eux, ont encore plus bénéficié de l'appréciation de ces prix immobiliers. Alors dans certaines géographies, tu parlais de l'Asie de l'Est, Japon, Corée du Sud et une partie de la Chine. Alors après, ça peut être des gens qui ont matérialisé des plus-values, ça peut être des gens qui se disent juste j'ai acheté à ce prix-là et en fait je vois que le marché est à ce prix-là, et donc ça les libère psychologiquement sur la capacité à acheter des biens de luxe. Et puis on a vu aussi le contre-coup, c'est-à-dire que c'est un effet richesse. Ça peut être un sentiment d'appauvrissement inversement quand des gens se disent mais j'ai acheté un actif, il vaut X% de moins que le prix que je l'avais acheté, je restreins ma consommation. Je comprends, mais alors moi, imaginons que je sois une banque centrale, on m'accuse d'avoir, par ma politique monétaire très expansionniste, aggravé un certain nombre d'inégalités, et par le truchement des prix de l'immobilier, je pense que c'est un des exemples, il y en aurait d'autres, mais celui-là est très marquant. Et donc moi, en tant que banquier central, je me dis, ok, je prends ça en compte, je vais donc augmenter les taux, peut-être vais-je faire baisser un peu le prix des actifs. C'est ce qui se passe quand même dans l'immobilier depuis un an, et en réalité, pas les fortunes et les grandes fortunes, les riches sont toujours plus riches, pour reprendre parfois un discours un peu simpliste. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, la Banque centrale, en augmentant ses taux, va réduire les inégalités ou pas ? C'est une question, et c'est peut-être un souhait aussi qu'ont les banquiers centraux ou d'autres observateurs, de se dire, ce qui a marché en effet richesse va marcher dans l'effet inverse. Est-ce que c'est ce qu'on voit ou malheureusement les choses sont plus compliquées ? Non, mais c'est une très très bonne analyse. J'avais écrit en plein milieu du confinement en mai 2020 un livre qui s'appelait Guérir pauvre, et donc qui essayait d'analyser un petit peu la réaction des banques centrales face au Covid en disant que les politiques monétaires ultra expansionnistes qu'on vivait, qu'on était en train de commencer à vivre, allaient avoir un effet très très puissant sur les inégalités de patrimoine, pas les inégalités de revenus. Mais à la rigueur, les inégalités de revenus elles nous hérissent, mais elles sont moins graves puisqu'elles se transmettent pas à la génération suivante. Les inégalités de patrimoine, elles se transmettent de génération en génération. Elles sont beaucoup plus pernicieuses.
Et donc, ce petit livre visait à dire que ces politiques monétaires expansionnistes allaient avoir des effets durables et structurels sur la création d'inégalités qui allaient durer dans le temps. Après, la question, c'est que les politiques monétaires ultra restrictives qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire des taux, par exemple, aux US qui sont passés de 3 à 7 pour acquérir de l'immobilier en tant que particulier, mais en Europe aussi. Alors, les taux et puis les conditions d'accès au crédit. C'est-à-dire qu'on voit souvent les taux, mais on voit pas que derrière, il y a des conditions d'accès au crédit. Plus de fonds propres. Plus de fonds propres. Si on vous dit, il faut mettre plus de fonds propres et que les prix ont déjà augmenté, au lieu de devoir mettre 40 000 euros à l'entrée, il vous constituez un apport de 80 000 euros. Donc, c'est tout, oui, même des règles de taux maximum d'emprunt et autres qui peuvent être assez pernicieuses. Elles ont un effet très simple, c'est qu'elles empêchent une partie des ménages, notamment les plus modestes et même de la classe moyenne, à accéder à la propriété. Or, on sait que sur le long terme, c'est la propriété immobilière qui permet la constitution du patrimoine. Ça fait 2 siècles que l'économie fonctionne comme ça. Et donc, aujourd'hui, on est pris dans un dilemme pour un banquier central. Trop faire de la politique monétaire expansionniste, ça augmente le prix des actifs. Or, ces actifs sont détenus par quelques-uns, donc je les rends plus riches. De l'autre côté, si j'ai une politique monétaire restrictive, j'empêche une partie des populations qui devraient être normalement en âge d'accéder à la propriété d'y accéder, et donc je crée des conditions pour plus tard pour qu'ils soient pas propriétaires. Et donc la seule solution, c'est très simple, c'est de rendre les actifs plus nombreux et donc produire plus. Produire plus, et j'aime bien dans ce que tu dis, je vais le retraduire pour le Français qui aimerait accéder. Il y a un côté, c'est jamais mon tour. Exactement. Alors, je pense pas que le Français moyen raisonne en termes de politique de la Banque centrale, mais le Français moyen, il est rationnel, il voit bien que quand les prix ont explosé, il n'y avait pas assez de pouvoir d'achat, même si les taux étaient favorables. Et maintenant que les prix se stabilisent, voire même baissent, l'augmentation des taux fait que c'est pas son tour. Et ça, effectivement, ça peut créer une forme de ressentiment social très fort. Ça le crée, je pense, en réalité. Ce côté, c'est pas mon tour. Et toi, la solution, c'est produire plus, s'enrichir et stopper cette spirale d'appauvrissement du pays et et produire plus de logements aussi. Produire plus de logements aussi. J'allais dire, c'est une solution durable et un peu moyen terme, long terme. À court terme, et peut-être on finira cette première partie comme ça, l'État doit proposer des prêts à taux avantageux pour ses primo-accédants pour qui on dit c'est jamais votre tour. Est-ce que les banques centrales doivent y trouver un équilibre? S'il y a peut-être une idée ou un axe de réflexion, ou alors pour toi c'est inextricable et on part pour des années d'inégalités qui s'accroissent toujours plus. Non, mais c'est un vrai sujet. On voit que les mesures de soutien à la demande, notamment des ménages les plus modestes pour accéder à la propriété immobilière, existent dans beaucoup de pays il serait peut-être temps de les réétudier en France à condition de les cibler. Le grand piège de ces mesures, c'est en fait d'avoir un effet d'aubaine. Et donc, quelqu'un qui serait devenu propriétaire, quoi qu'il arrive, on lui donne en plus un coup de pouce qui ne lui sert à rien, en tout cas, et qui lui profite, mais qui n'a pas d'impact sur sa capacité à devenir propriétaire. Et par contre, on exclut les plus modestes. Et on doit aujourd'hui avoir une réflexion là-dessus, parce qu'il n'est pas possible, notamment dans une perspective d'allongement de la durée de cotisation et de l'âge du report de l'âge légal de la retraite, d'avoir des gens qui arrivent en très grand nombre locataires à l'âge de la retraite. C'est une véritable bombe sociale. C'est très clair. Merci Robin pour cette introduction où on a essayé de mettre en perspective les inégalités d'un côté et le prix de l'immobilier et l'accès à l'immobilier de l'autre. Et d'ailleurs, dans ces débats sur les inégalités dont on est très friand en France, la dimension immobilière est quasiment jamais abordée, et à tort, parce qu'en réalité, elle est une partie de la réponse. J'espère que nos discussions donneront envie à des gens et à des observateurs de s'y intéresser. Il y a 3 sujets immobiliers que je voulais aborder avec toi aujourd'hui. Et le premier, et c'est un choix éditorial très assumé chez Real Estate, c'est de parler de ce qui va bien, des opportunités de marché. On en parlait avant de commencer ce talk. Le secteur fait face à des difficultés. Le mois dernier, nous parlions de la fin du bureau, ou en tout cas du bureau qui était très challengé dans sa valeur, dans son accès au crédit. Juste après, on va parler de la maison individuelle, aussi une classe d'actifs qui est très challengée. Et au fond, les sujets de crainte et d'inquiétude, ils manquent pas aujourd'hui dans l'industrie immobilière. Et ce qu'on dit et ce qu'on va répéter pendant toutes ces émissions et dans nos newsletters, c'est que à la fin de cette vague, quand cette vague se retire, cette crise bancaire, financière, économique, il y a besoin de logements. Il y a des immeubles de bureaux à transformer. Il y a des gens qui voyagent. Il y a des gens qui font des choix de vie. Il y a des gens qui divorcent. En réalité, le besoin immobilier de mètres carrés n'a jamais été aussi prégnant. Il a jamais été aussi important. Donc, c'est pas la question n'est pas est-ce qu'il va y avoir des opportunités dans ce marché, c'est quelles vont être les opportunités dans ce marché. Et nous, on aura à cœur, je pense, d'être aussi le think tank qui pense le rebond, qui prépare le rebond et qui vous donne des idées, vous investisseurs, promoteurs, peu importe quel rôle vous jouez dans cette industrie immobilière, qui vous donne des opportunités de positionnement pour prospérer. Et une des classes d'actifs qui, je trouve, a montré sa résilience et sur laquelle on se dit tous collectivement, il y a beaucoup de choses à faire, c'est l'hôtellerie.
Et je fais un petit flashback pour introduire le propos, c'est mars 2020. Il y a le confinement, il y a la fermeture des aéroports, il y a évidemment les contraintes qui sont mises sur les déplacements, qui d'ailleurs pour certaines ont duré beaucoup plus longtemps qu'en France. La Je veux Chine, dire. La Chine a réouvert. Voilà, demandez aux hôteliers du Vietnam si la crise a duré 2 mois ou 2 ans. Je pense que la réponse c'est plutôt 2 ans pour nos amis de Thaïlande aussi. Donc on nous a dit l'hôtellerie sera la classe d'actifs la plus touchée. Ça va être dramatique. Les hôtels seront à vendre pour un franc symbolique. Vous allez voir des chaînes entières qui vont s'effondrer. Le groupe Accor sera à terre, etc. Ça ne s'est pas passé. D'abord, peut-être pourquoi l'effondrement annoncé n'a pas eu lieu dans cette classe d'actifs. Et puis après, on se dira cette résilience, qu'est-ce qu'elle donne demain comme opportunité? Déjà plusieurs choses. Il y a eu un gros soutien public. Donc quasiment dans beaucoup de pays, c'est un secteur qui a été très largement aidé et ça a eu forcément un impact sur la capacité des hôtels à survivre. Le deuxième point, c'est qu'on a raconté n'importe quoi pendant cette crise. C'est-à-dire qu'on a dit que les gens allaient arrêter de voyager, la honte de l'avion, que c'était fini que les visioconférences allaient tout remplacer. Moi, je me souviens, on disait la même chose en 2010 et au final, les gens n'ont jamais autant voyagé derrière. Je pense que le désir de voyager, de rencontrer, d'explorer le monde continue d'être un désir extrêmement fort au sein de la population globalement, que ce soit pour des logiques d'affaires ou des logiques de loisirs. Et donc, ça a quand même un vecteur assez puissant et on a très largement exagéré une tendance qui n'existait pas. Dès qu'on a enlevé les contraintes, on est revenu quasiment partout une élasticité extrêmement forte. C'est-à-dire que dès qu'on a enlevé la contrainte réglementaire, les taux d'occupation sont montés à des niveaux extrêmement forts. Et puis et juste sur ce retour au taux d'occupation, est-ce qu'il y a un effet rattrapage qu'on a du mal à mesurer? Avant, je partais une fois par an dans le sud de la France. Pendant 2 ans, j'ai pas pu y aller. Effectivement, en 2022, je suis peut-être allé 2 fois. Mais est-ce que c'est une demande qui est durable ou pas? Ça, c'est un vrai point. C'est que le troisième facteur d'explication de ce rebond, c'est qu'il y a eu une épargne forcée, massive. En Europe, aux États-Unis, on parle de plusieurs centaines de milliards de dollars qui ont été épargnés de manière forcée pour des gens qui les auraient consommés dans des sorties, dans du voyage, dans de l'habillement. Et donc, quand on a pu sortir et se déconfiner, cette épargne, évidemment, elle a été en partie reconsommée. Et donc, ça s'est traduit par quand même une demande extrêmement forte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu beaucoup de demandes avec une offre qui a pas beaucoup bougé. C'est les prix qui ont été quand même très largement poussés vers le haut. Et c'est ça qui est incroyable dans cette classe d'actifs, c'est que je dis souvent pour le consommateur, on a perdu une étoile. C'est-à-dire que celui qui est dans un 3 étoiles, il est tombé dans un 2 étoiles. Celui qui est dans un 4, il est tombé dans un 3, et ainsi de suite. On a vraiment eu une augmentation des prix qui ont fait passer chacun des hôtels à la gamme au-dessus. C'est clair. Alors, sur sélection des prix, j'ai 2 éclairages à t'apporter sur lesquels ça m'intéresse aussi d'avoir ton retour. Parce que dans ces classes d'actifs, quand on compare l'hôtellerie à d'autres classes d'actifs, et en réalité, la grande question du moment, en tant qu'investisseur notamment, c'est est-ce que la classe d'actifs que je vais acheter, je vais pouvoir augmenter les loyers? Bien sûr. Parce qu'on est dans un monde où on aura vraisemblablement plus d'inflation un peu durablement. Personne ne sait dire si c'est à 7 ou à 3, mais il y aura un peu plus d'inflation. Et l'hôtellerie, par sa consommation entre guillemets quotidienne, on peut ajuster les prix au jour le jour. Bien sûr. Je veux dire, je prends un autre exemple à l'opposé. Je suis un propriétaire d'un immeuble de bureau. Les baux, c'est des 3,69. Alors oui, j'ai des coefficients d'indexation, etc. Mais pour faire passer des grosses corrections, c'est très lent et il y a une inertie très forte. L'hôtellerie, le samedi soir, c'est 300 €. Le dimanche soir, c'est 500 €. Donc ça, c'est le premier effet prix sur lequel ça m'intéresse d'avoir ton avis et qui a dû jouer et qui, pour moi, qui fait partie de l'opportunité que représente cette classe d'actifs. Le deuxième effet prix, c'est est-ce que toutes les restrictions qui ont été mises partout dans le monde sur Airbnb ont pas, d'une certaine manière, réduit considérablement l'offre et d'une certaine manière amélioré les prix ou permis aux hôteliers d'augmenter les prix. C'est aussi ça qui est un facteur très important, c'est qu'il y a eu une compression de l'offre. Au moment où la demande explosait, dans plusieurs villes, soit se sont mises en place, soit sont arrivées à plein effet des mesures anti-Airbnb, ou en tout cas de limitation des meublés touristiques, des logements qui étaient consacrés qu'à cette activité. Et donc, forcément, si vous réduisez l'offre et vous augmentez la demande en face, vous avez un ajustement, encore une fois, que par les prix. Et ça a été très valable dans une ville comme Paris, ça a été valable à Amsterdam, ça a été valable à Barcelone. On l'a vu vraiment à New York également. On a eu une contrainte sur des logements qui étaient dédiés à l'activité touristique et qui ont retrouvé une activité plutôt résidentielle. Et donc, ça a forcément eu un effet assez puissant.
C'est clair. Alors, juste là-dessus, et pour aussi te porter un peu la contradiction, en tout cas, ce qui peut être dit, après on parlera peut-être un peu de leisure et de la segmentation qu'on peut faire au sein de l'industrie, mais si je comprends ce que tu me dis, ce qu'on nous a beaucoup vendu, c'est-à-dire les restrictions sur Airbnb comme des mesures de justice sociale, etc., on se rend où au fond les méchants propriétaires bailleurs s'en mettaient plein les poches, etc. Je trouve qu'on a là s'il en fallait une de plus, une très belle illustration de there is no free lunch. Et donc en économie, et ça c'est une leçon dont on parle souvent, on tape sur les uns et en réalité c'est d'autres qui en vont vite. Et au fond, si j'étais un tout petit peu caricatural et même un tantinet provocateur, je dirais que on a remplacé les quelques centaines d'euros que le propriétaire bailleur, souvent la classe moyenne, arrivait à gagner en sous-louant son bien. On a pris cet argent-là et on l'a mis dans la poche des actionnaires d'accord. Est-ce que je vais un peu trop loin? Ou de quelques hôtels familiaux, c'est quand même, on a écrit pendant la crise qu'il y aurait plus les fameux Qataris, je rappelle que les méchants Qataris, ce sont eux les actionnaires d'accord. Mais juste pour dire que, voilà, il y a ce qui se voit. J'interdis Airbnb, je suis vraiment du côté de la population. Et ce que vous ne voyez pas, ce que personne ne voit, c'est que en restreignant l'offre, je crée des effets de moindre concurrence et donc des chaînes hôtelières qui gagnent mieux leur vie. C'est aussi une des lectures. Ah mais totalement, et ça a vraiment participé à ce phénomène de renchérissement des prix. La question maintenant qui se pose, c'est je prends en avance de face ta question, mais c'est cette segmentation du marché. On voit que aujourd'hui l'hôtellerie loisir et l'hôtellerie business suivent des trajectoires assez différentes. C'est peut-être la première fois où on a un tel décrochage des courbes. On a une hôtellerie loisir qui continue de croître à des niveaux, comme je le disais, extrêmement importants, avec des augmentations de prix, et puis maintenant même une restriction des conditions. C'est-à-dire que dans l'hôtellerie, il y a le prix, et il y a les conditions. Il faut voir que avec le Covid, tous les hôtels sont passés en annulation flexible jusqu'au dernier moment, quasiment. Et là, les hôtels ont tellement de pouvoir, l'offre est tellement tendue par rapport à la demande que les hôtels commencent à remettre des conditions d'annulation beaucoup plus strictes. On peut annuler que pendant 48 heures et ainsi de suite. Ce qui est quelque chose qui avait été un acquis pendant le Covid parce que vous prévoyez, puis une restriction tombait, donc vous deviez annuler. Donc ça, ils ont vraiment un pouvoir, prix et conditions sur le marché. Et de l'autre côté, une hôtellerie plutôt loisir, qui est une hôtellerie qui en fait est de plus en plus sous contrainte. Les groupes, là il y a le contexte économique, donc on se serre un peu la ceinture, mais au global, il faut être moins ostentatoire. Il faut faire attention. On veut plus payer des 5 étoiles, même pour des top 4, des 4 dirigeants. Donc il y a une contraction de l'hôtellerie loisir. Il y a un peu moins la visioconférence remplace un petit peu les événements. On envoie des personnes un peu plus seniors sur les événements. Enfin, il y a tout un ensemble de phénomènes qui font qu'on a deux trajectoires aujourd'hui entre une hôtellerie de loisirs qui, elle, explose et une hôtellerie d'affaires qui a plutôt tendance à plafonner. Et tu penses que ça va donner lieu à des transformations des hôtels qui avaient été pensés pour le business? Alors, il faut que la localisation le permette. Et c'est pas toujours possible, évidemment. Elle est pas toujours les mêmes endroits. Alors, il y a Cannes, c'est à la fois une ville de tourisme et puis d'affaires, puisqu'il y a beaucoup de salons. Donc, il y a plein d'endroits où on va pouvoir transformer. Tu crois à ce type de transformation? Tu penses que ça peut être un mouvement de fond et des opportunités pour les gens qui nous écoutent? Comme tu le dis, c'est des modèles d'hôtellerie très différents. C'est-à-dire que l'hôtellerie d'affaires a été construite sur des plus grands volumes, souvent excentrés des centres urbains. Alors après, ça peut être requalifié pour d'autres types de clientèle touristique plus modeste, par exemple. Mais c'est pas totalement les mêmes usages. Donc on verra ce qui peut en sortir. Et un autre éclairage, ou en tout cas une façon de regarder ce sujet, je trouve, c'est de le regarder par le prisme du coût du transport. Je prends l'exemple de quelques villes un peu stars que j'appellerais des villes de week-end. Aller en week-end à Lisbonne, allez, si on prend un peu notre entourage et ceux qui nous écoutent aussi, on a tous 5, 6, 7, 8 couples d'amis qui sont partis en week-end à Lisbonne dans l'année 2022 quasiment. Bien sûr, bon, je prends quand on parle aux gens plus âgés, Lisbonne, c'était le grand voyage. C'était souvent d'ailleurs plutôt une semaine qu'un week-end et peu de gens l'avaient fait. Et on voit bien que cette démocratisation du week-end européen, on va dire, qu'on a vu depuis 4-5 ans, il est très lié à la baisse drastique du coût du transport. Bien sûr. Est-ce que là, on n'a pas aussi un peu mangé notre pain blanc? On voit bien d'ailleurs que les coûts de transport augmentent massivement. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact pour ces villes un peu stars qui attiraient du Ryanair et du EasyJet massivement, mais même aussi des compagnies plus classiques? Et donc, comment les choses se rééquilibrent? Et au fond, est-ce que le rôle d'un investisseur hôtelier aujourd'hui, c'est pas d'avoir aussi en tête et de se poser la question, c'est quoi les nouveaux flux? Parce que ce que je dis là, et encore une fois dans l'optique de rebond, c'est peut-être que les gens iront moins en week-end à Lisbonne, mais ils redécouvriront la Normandie.
peut-être que le Sud-Ouest n'a pas dit son dernier mot, peut-être que la Côte d'Azur n'est qu'au début de son développement. Il y a un peu de marge entre le billet EasyJet et le billet de la SNCF, donc pour l'instant plutôt à l'avantage de le billet d'avion. Non mais bien sûr, oui bien sûr. Mais toute chose n'est pas égale par ailleurs. Un budget de voyage loisir, c'est un budget global. Donc les gens se disent combien je vais dépenser au global, et donc après la répartition entre les poches, elle se fait quand l'une se vide, l'autre se remplit. C'est assez évident. Donc aujourd'hui effectivement l'hôtellerie a aussi bénéficié de cet effet baisse déflation du prix du transport, et donc capacité à réinvestir un peu plus dans la nuit ou dans l'hébergement. Est-ce que ça durera? On verra. Ça reste quand même aujourd'hui, c'est les écarts entre le prix du billet et le prix de l'hébergement sont quand même très sensiblement différents dans le budget d'un week-end. Mais c'est quelque chose qui est à prendre en compte. L'autre question qui est à prendre en compte pour l'hôtellerie, c'est est-ce que l'hôtellerie a mangé son pain blanc? On voit que l'épargne Covid a été quasiment effectivement, entièrement consommée aux États-Unis, même plus que consommée. On estime quoi depuis septembre-octobre, on estime que la surépargne a été totalement consommée aux États-Unis. La surépargne a été totalement consommée. En Europe, on a un peu de décalage. On a 3-4 mois de décalage. Mais c'est maintenant, quoi. En fait, on peut le dire, il n'y a plus de surépargne. Il y a plus de surépargne, et aux États-Unis, on est même en sous-épargne. C'est-à-dire qu'on est en dessous de la tendance structurelle d'augmentation de l'épargne qui aurait dû se faire depuis les années 2018-19. Donc, les gens ont surconsommer cette épargne, et donc maintenant qu'il y a plus ces quelques centaines ou milliers d'euros ou dizaines de milliers d'euros qui dorment sur les comptes en banque des uns et des autres, la question qui se pose, c'est est-ce que ils vont être aussi enclins à dépenser ces sommes-là? Alors pour l'ultra luxe, on voit qu'il y a une demande qui continue d'être extrêmement forte, parce que les ultra riches, on va reboucler avec ce qu'on disait au début de cette émission, sont toujours très nombreux. Pour des hôtels qui étaient juste en dessous, la question va se poser de se dire est-ce que des gens vont pas commencer à se reposer des questions pour aller vers des destinations plus économiques. Merci beaucoup, et je trouve ce qui est intéressant dans ces sujets hôteliers, on voit bien que l'enjeu pour un investisseur hôtelier ou pour un promoteur qui réfléchit à ces sujets, c'est quand même à la fois la segmentation affaires loisirs, mais aussi de se poser la question des nouveaux flux. Oui. Et on sent bien que les contraintes, et on sent bien que le législateur, je sais pas si tu as vu cette semaine le président de la SNCF qui dit globalement pour financer le ferroviaire en France, il faut taxer l'automobile et l'aviation. Bon voilà, c'est assez basique, mais ça a le mérite d'éclair. Et on sent que le législateur en France ou ailleurs peut très vite déplacer 1 milliard ou 2 de fiscalité ici et là, et donc avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer sur ces flux. Ça fait partie des sujets qu'on traite évidemment chez Realestech, de se dire dans quelle mesure les politiques budgétaires peuvent impacter vos stratégies d'investissement. Bon, rassurez-vous, le guide du routard le plus vendu depuis le début de l'année, c'est celui du Japon, a priori. Donc, les Français ont encore un petit peu d'épargne pour aller voyager. Donc, ok, le Japon. Allez au Japon pour ceux qui le peuvent. Je ne connais pas ce pays. Tu es déjà allé, Robin. Ouais. Une fois. Tu recommandes. C'est très, très bien. Ouais. Bon. Alors, un jour, on vous racontera dans une émission Realestech les pérégrinations japonaises de Robin Rivaton. Deuxième sujet que je voulais aborder avec toi, toujours dans l'immobilier, évidemment, mais une classe d'actifs totalement différente et une classe d'actifs qui, pour moi, fait l'objet d'un paradoxe immense que je vais essayer d'expliquer aux gens qui nous écoutent et puis de te faire réagir. C'est la maison individuelle qui s'oppose donc au collectif. Donc c'est la maison que les Français rêvent, fantasment. Tu m'expliquais qu'en réalité c'est un fantasme qui dure depuis longtemps. Qui est ancien. En 1947, sondage de l'INED, donc un organisme sur la démographie, 72% des Français préfèrent la maison individuelle au collectif. Les derniers sondages faits par je ne sais pas quel institut, 75% des Français préfèrent la maison individuelle collective. C'est très marrant qu'à 75 ans d'écart, donc 7 décennies après, on arrive à avoir presque 8 décennies après, on a les mêmes chiffres. Ça correspond peut-être à une aspiration profonde et assez structurante de nos concitoyens de notre pays. Alors, le paradoxe que je vois, c'est d'une part des mauvais signes, des mauvaises nouvelles qui s'accumulent autour de la maison individuelle et notamment de la construction neuve de maisons individuelles. On a connu, et c'est une marque et des marques qui étaient très connues des Français, la faillite de Geoxia, qui a été peut-être, et on verra avec le recul cette crise immobilière dans laquelle on rentre, on verra peut-être un élément annonciateur. Oui, bien sûr. Et peut-être qu'on dira dans 3 ans, parmi toutes les faillites ou difficultés d'entreprise, la première a été Geoxia, peut-être pas assez documentée d'ailleurs dans le secteur immobilier sur les causes profondes, et d'ailleurs qui sont des causes de marché, mais qui sont aussi des causes de PGE non accordé, mauvaise presse sur la maison individuelle, suppression des financements, etc. Mais on a vu cette faillite-là, on a vu la production s'effondrer. Pour donner les grands chiffres, une année normale en France, c'était 130 000, 150 000 maisons individuelles produites chaque année. C'était une stat relativement stable depuis des décennies. On était à 100 000 à peine en 2022, donc on voit déjà une baisse. Et personne ne croit qu'on va les dépasser en 2023. Ah oui, bien sûr. C'est une tendance de fond, et c'est une tendance mondiale. Partout dans le monde, la part du collectif dans le total de nouvelles constructions
est plus importante que la part de la maison individuelle. Peut-être d'abord expliquer les causes de ça, mais si je parle de paradoxe dans ta réponse complète, Robin, c'est parce que derrière ce paradoxe, il y a, en tout cas derrière cette situation de crise, il y a aussi une classe d'actifs qui s'appelle la maison individuelle, que des investisseurs regardent comme la poule aux œufs d'or, et de se dire, mais moi, ma stratégie, ça va être d'acheter des dizaines et des dizaines de maisons individuelles et de les mettre sur le marché locatif. Donc, moi, j'ai du mal à comprendre, peut-être que je suis pas assez intelligent, comment une classe d'actifs peut à la fois être en crise et en même temps attirer beaucoup d'investisseurs. Voilà. Peut-être que tu peux nous donner un peu d'éclairage et puis nous aider à comprendre cette situation. Je pense que je ne suis pas le seul à poser cette question. Non, mais c'est, comme on l'a dit, c'est un vieux rêve. Alors, c'est très ancré en France, mais ça l'est aussi dans beaucoup d'autres pays. C'est une classe d'actifs énorme, puisque aujourd'hui en France, allez, à la grosse, ça fait un peu plus de 50% du total, 55% du total des logements qui sont sous format d'une maison individuelle. Alors, il y a 15% de gens qui sont tristes, puisqu'il y en a 70 qui veulent être, il y en a que 55 qui sont. Donc ça fait 15% de malheureux, effectivement. Et avec des formats très différents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, entre la maison individuelle des années 60, 70, à étage, où les gens vivaient à l'étage, au premier étage et pas au rez-de-chaussée, et la maison d'aujourd'hui où les gens veulent un plein pied avec un petit espace, pas de grand jardin, surtout la salle à manger a disparu, remplacée par le barbecue. Il y a vraiment eu quand même une évolution de cette maison individuelle, donc c'est dur de dire c'est une classe monolithique et une maison ressemble à une maison. C'est un peu plus subtil que ça, mais en tout cas c'est une classe d'actifs qui est énorme, qui continue d'intéresser. Il faut voir que pour beaucoup de gens avant Covid, c'était l'idée d'être chez soi, d'avoir le sentiment d'avoir son propre domicile, de pouvoir cette fameuse expression de pouvoir faire le tour de sa maison, donc de pas avoir un voisin directement avec qui gérer des conflits et autres. Bon, ça a été très très critiqué maintenant depuis une vingtaine d'années, tout le mouvement pavillonnaire avec tous les coûts associés, coûts évidemment de transport, puisque comme il n'y a pas d'amenities, il n'y a pas de services publics, il n'y a pas de commerce, il n'y a rien à disposition. L'artificialisation. Alors il y a l'aspect social très très lourd, qui fait que les gens doivent faire des trajets très lourds vers les lieux d'emploi. Puis ou même la scolarité des enfants, et puis après il y a des aspects d'artificialisation, des aspects écologiques. Ça a été un objet architectural très critiqué. Après aussi du point de vue de la performance énergétique, on a bâti en très grande quantité. C'est ce qui a amené la ministre Vargon, je rappelle, parce que ça s'inscrit totalement dans ce que tu dis, à parler publiquement, et d'ailleurs ça avait fait jaser énormément, de la maison individuelle comme d'une aberration économique, sociale et écologique. Les trois dimensions, et puis surtout effectivement avec de la perte de valeur, puisque beaucoup de ces maisons, pas rentrées, mais étaient construites en pavillonnaire, donc tout le monde rentre au même âge dans le pavillon, et donc évidemment quand tout le monde arrive à l'âge de 60 ans, tout le monde va en même temps, donc tout d'un coup vous vous retrouvez à avoir une suroffre de biens. Bon, on va pas faire le procès de la maison individuelle, puisque encore une fois c'est une aspiration très très forte des Français. Et alors de partout dans le monde. Et alors pourquoi aujourd'hui c'est une classe d'actifs qui est regardée? Alors pas en France. Il y a un investisseur qui est lancé dans un projet comme ça, mais c'est en Europe en général très peu de gens sont lancés dans le segment de la maison individuelle. Mais par contre aux États-Unis, c'est devenu depuis maintenant on va dire quinzaine d'années une classe d'actifs à part entière. Alors il y a à la base pour que ça le devienne, il y a eu une opportunité. Cette opportunité, ça a été quoi? Ça a été que la crise des subprimes de 2008 fait que beaucoup de gens n'ont pas pu honorer leurs crédits. Les banques ont récupéré ces crédits, ce qu'on appelle une foreclosure. Donc, le droit américain est beaucoup plus dur. Il y a une hypothèque sur un bien, vous arrêtez de payer, je lève l'hypothèque. Et ces banques ou les agences gouvernementales, Fannie Mae et Freddie Mac, ont récupéré ces maisons et les ont revendues à des prix très discounté, moins 40, moins 30% pour les lots, à des gens qui se sont mis à les acheter. Alors, quand je dis des gens, au début, c'était des tout petits investisseurs. L'histoire est assez marrante, c'est que, au début, ils achetaient par dizaines, et puis c'était une centaine de logements. Et puis, c'est passé un phénomène très rapide d'agrégation. Et à la fin, il y a eu 3-4 acteurs qui avaient se retrouvé avec plusieurs dizaines de milliers de maisons qui mettaient sur le marché locatif et qui mettaient sur le marché. Et il y avait une demande manifestement. Et il y avait une demande de gens qui ne pouvaient pas acquérir une maison, mais qui voulaient avoir ce type d'objet, notamment une demande familiale, avec en plus du point de vue de l'investisseur pas mal d'avantages, parce que vous avez des gens qui sont plus stables, vous avez des gens qui s'attachent émotionnellement au lieu, donc qui sont prêts à investir un peu de travaux de rénovation ou autre. Vous avez des gens qui sont un peu plus solvables que d'autres types de locataires, et donc dans lesquels vous pouvez inscrire des parcours locatifs, des parcours d'accession à la propriété. American Homes, par exemple, c'est quelqu'un qui
aujourd'hui fait rentrer quasiment tous ses locataires dans un parcours d'accession. Qui a été racheté par Blackstone. Exactement, racheté par Blackstone récemment. Et donc, on a vraiment eu ce phénomène-là. Bon, après, les foreclosures ou les liquidations ont pris fin, donc ils se sont mis à construire des logements, des pavillons et des zones pavillonnaires, ces acteurs-là. Et c'est devenu vraiment une classe d'actifs à part entière. Et aujourd'hui, c'est une classe d'actifs qui a le vent en poupe. Pourquoi elle a le vent en poupe? D'une part, parce que il y a eu l'effet Covid. Donc, la demande pour les espaces extérieurs a juste explosé. Tout le monde se dit... et pour la pièce en plus du télétravail, enfin, tous les arguments classiques. Plus possible de vivre si j'ai pas un extérieur. Et puis le deuxième point, c'est que on est dans un moment où on voit bien que la réserve foncière se tarit. Et ces maisons, ces zones pavillonnaires, ces zones de maisons individuelles sont la plus grande réserve foncière qui existe. Et alors, c'est faux de se dire, c'est justement parce qu'on la construit plus qu'on est en train de créer la rareté, que cette classe d'actifs a vocation à se valoriser. C'est aussi le raisonnement qui est fait, totalement. Exactement, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est parce qu'on n'en construit plus ou maintenant on ne peut qu'en construire vraiment très très loin des centres urbains et donc à des distances qui deviennent prohibitives pour les gens qui voudraient y habiter, que cette classe d'actifs est en train de devenir une classe d'actifs rare. Et puis encore une fois, elle a derrière une possibilité de réserve foncière. La plus grande réserve foncière du Grand Paris, c'est les zones pavillonnaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des zones qui ont des espaces sur lesquels on pourrait densifier, construire une maison en plus. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis la maison de fond de jardin. Donc on appelle les ADU dans les ADU, exactement. Donc on ajoute une pièce. On peut imaginer des opérations de surélévation d'un certain nombre de ces maisons relativement faciles. Et donc sur des espaces où on a aujourd'hui une seule unité de logement, on pourrait en avoir 2 ou 3 très facilement. Et donc ces espaces-là sont des espaces propices. Alors une densification douce. Le but c'est pas de raser ces maisons pour élever des 6-7 étages. C'est vraiment de se dire j'ai une parcelle, j'ai un ménage sur une parcelle. Est-ce que je pourrais pas en avoir 2? Bien sûr. Et donc le pari qui est fait par les grands investisseurs, c'est à la fois un pari de rareté et un pari potentiellement de densification. Et j'ai envie de dire que ce conseil qu'on donne aux investisseurs dits professionnels, il vaudrait aussi pour des investisseurs peut-être individuels. Est-ce que c'est si bête Alors, il y a 2 limites pour un investisseur individuel. 2 limites. La première, c'est que la réglementation autour de la maison individuelle est beaucoup plus lâche que pour le collectif. Le CARES n'existe pas vraiment, donc on va vous donner des surfaces qui vont incorporer la cave. Ça va être beaucoup plus ça. Vous avez un sujet. Vous pouvez vous faire avoir à l'acquisition. Voilà. Vous avez un sujet de DPE qui est beaucoup plus, qui est très important, puisque vous n'avez pas le droit de revendre une maison qui même là on parle pas de la location, mais on parle vraiment de la revente. Une maison qui a un diagnostic énergétique considéré comme une passoire, il faut l'accompagner d'un audit avec les travaux qu'il y a à faire. Vous avez un certain nombre d'équipements techniques, une chaudière et autres, sur lesquels il faut quand même avoir un petit peu de connaissances pour être capable de. Et vous pouvez pas vous cacher derrière la copropriété en disant c'est pas mon problème. Par définition, ce ne sont que des monopropriétés. Ce sont que des monopropriétés. Et puis il y a un autre problème, c'est que aujourd'hui, ce qui a beaucoup fait peur aux investisseurs et pourquoi ils sont pas allés sur la résidence individuelle jusqu'à présent, c'est le caractère granulaire. C'est-à-dire que la peur que il faut que j'ai une flotte de 15 gars avec des camionnettes dans le 92 et le 93 pour qu'ils passent de maison en maison et réparent les fuites d'eau. Et ça nécessite un effet taille. Exactement. Okay. Si vous avez 1000 maisons, vous pouvez entretenir cette flotte de réparation. Si vous en avez une, vous allez quand même passer pas mal de temps à payer des travaux. Non, c'est très clair. Et la dernière question que je voulais te poser, ou le dernier sujet que je voulais aborder avec toi sur cette question de la maison individuelle, et tu l'as traité, et les investisseurs, par leur stratégie, d'une certaine manière, apportent une réponse. Je trouve que parmi le secteur immobilier, il y a des gens qui pensent que la ZAN, donc la zéro artificialisation nette, qui est quand même l'argument de fond qui explique la baisse de production de maisons individuelles, elle sera jamais vraiment appliquée. Il y a une partie des gens qui pensent ça, et une partie des gens qui disent si, bien sûr, on ira au bout, et sûrement des positions intermédiaires, mais je comprends de ce que tu dis que toi, tu fais plutôt partie des gens qui pensent que on repoussera peut-être, on ajustera le calendrier, mais c'est une tendance de fond qui est structurante, et les gens qui auraient l'espoir qu'un jour on reviendrait à la bonne vieille France des années 80 où on peut construire tout et n'importe quoi, artificialiser autant qu'on veut. Tu fais partie des, ou t'as une position plus intermédiaire. Moi, alors, je suis assez, j'ai déjà dit publiquement, donc je me permets de le redire ici, Je pense que c'est pas une très bonne loi. Elle a été mal pensée, mal construite, elle sera mal appliquée, ou elle est déjà mal appliquée. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup pour une seule loi. Mais je pense qu'effectivement, c'est une loi, avec un effet cliquet, c'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir en arrière.
le politique qui va en arrière, il se prendrait une volée de bois vert qui serait très compliquée à surmonter. Et puis après, au-delà de la ZAN, c'est encore une fois, c'est une question physique aujourd'hui. C'est-à-dire que les maisons individuelles, on est vraiment arrivé, et d'ailleurs c'est très drôle en Île-de-France, vous voyez les prix des maisons qui sont relativement stables, et tout d'un coup vous avez un effondrement au-delà d'une heure, parce que vous passez de la résidence principale à de l'usage touristique et locatif. Et vraiment, au-delà d'une heure et quart, vous avez un effondrement des valeurs au mètre carré. Et donc aujourd'hui, on n'est plus sur une limite physique qui fait qu'on a densifié, on a construit, on a urbanisé la zone dans laquelle les gens étaient prêts, c'est-à-dire les fameux 1 heure de voiture aller et 1 heure retour. Les gens étaient prêts à aller habiter. Et désormais, même si on pouvait construire du point de vue de la réglementation, on construirait dans une zone où les gens il n'y aurait pas de l'appétence, il n'y aurait pas suffisamment de demandes pour faire de la résidence principale. Donc, de toute façon, au-delà du ZAN ou de la ZAN, je pense qu'on a vraiment un sujet physique, c'est qu'on a atteint notre expansion maximum de la maison individuelle. C'est intéressant et c'est aussi un des jobs et un des rôles qu'on s'assigne chez Real d'essayer de décrypter aussi les politiques publiques. Bien sûr. Entre ce qui est voté mais pas appliqué, ce qui est parfois mal appliqué, tu l'as dit, ou ce qui correspond parfois à une forme de réflexe et parfois démagogique aussi, certains politiques, et dont on se dit en réalité elle sera demain corrigée, amendée, rectifiée. C'est parfois le cas, c'est pas toujours le cas. Je pense que c'est un peu le regard que moi je porte sur la ZAN, c'est elle a des défauts que tu as très bien décrits. C'est pas pour ça qu'on renoncera au principe. Et je pense exactement ce que tu as dit. Il y a un effet cliquet et je pense que c'est aussi le job des professionnels de l'immobilier qui nous écoutent d'essayer d'interpréter ces décisions politiques publiques qui sont parfois pas super lisibles. Et de les temporaliser. Parce que tout le sujet, c'est que, OK, si elles s'appliquent, mais après, évidemment, on a des stratégies à 3, 5, 7, 10 ans pour certains d'entre eux. Bien sûr. Comment ça va impacter dans ma propre stratégie? Il faut pas parfois avoir peur de phénomènes qui vont peut-être arriver, mais au-delà de la maturité d'un fonds. Donc, on peut très bien passer vivre avec des phénomènes qui peuvent être... On est tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, je te propose, dans le prochain talk Real Estate, donc qui sera celui du mois de mai, qu'on aborde peut-être ce qui nous attend avant l'été dans le monde du logement. Je crois que ce n'est pas un secret que de dire aujourd'hui qu'il y aura ce qu'on appelle une niche parlementaire, c'est-à-dire une occasion de donner à certains députés de proposer des lois liées au secteur du logement. C'est pas une loi organique ou un projet de loi, une proposition de loi, mais c'est un moment, je crois même qu'on a une petite idée du moment du mois de juin où ça va se passer, où il y aura des choses qui vont être débattues sur le thème du logement. Je te propose qu'on en parle le mois prochain, parce que toi comme moi, on fait partie de gens qui pensent qu'il va se passer quelque chose. C'est sûr. Avec des opportunités pour les gens qui nous écoutent. Dernière question, on a des sujets que je voulais aborder avec toi pour essayer, encore une fois, que ce soit plus agréable pour les gens qui nous écoutent et pour les gens qui nous lisent et pour les gens qui nous regardent, aborder plein de sujets, essayer de les mettre en perspective. Et dans Real Estate, je vais pas te faire la leçon qui est un mot que nous avons inventé. J'essaie de me rappeler, je pense, à l'automne 2016. Ouais, c'est ça. C'est à l'automne 2016 où on s'est dit, tiens, il se passe quelque chose dans la tech, dans l'immobilier. C'est l'arrivée de toutes ces startups qu'on avait vu arriver plutôt un petit peu avant dans le monde de la finance, dans le monde de la food, etc. Et donc, Robin et moi, nous étions dit à l'époque, il y a eu la fintech, pourquoi pas la Real Estate. C'est quand même ça l'origine de ce mouvement de ce think tank qu'on dirige aujourd'hui. Et donc, c'est peut-être pas mal qu'on puisse peut-être faire un point. J'avais un peu dans le petit SMS que je t'ai envoyé ce matin, j'avais mis PropTech ou Real Estate, où va-t-on? Sous-entendu, il se passe des choses sur le marché du capital risque. Je pense que tu en seras bien placé pour le décrire avec tes différentes casquettes et ton expérience, notamment chez Eurazeo. Et ce qu'il se passe dans le capital risque, au fond, qui est pas tellement d'ailleurs décorrélé de ce qui s'est passé dans la banque californienne dont on parlait le mois dernier. C'est là que tout se tient, fait qu'un certain nombre de PropTech françaises devaient lever de l'argent cette année, avaient prévu de lever de l'argent au cours de l'année, et peut-être n'y arriveront pas, ou lèveront moins que prévu, dans des moins bonnes conditions, et donc envisageront peut-être d'autres scénarios de croissance et d'autres scénarios de développement. C'est un peu sur ce sujet-là que je voulais t'interroger. Donc peut-être si tu peux nous décrire, le marché du capital risque, c'est quoi? C'est l'atterrissage après une euphorie un peu excessive? Ouais, alors je vais pas rentrer dans le détail jargonisant, mais il y a deux marchés en fait. Il y a ce qu'on appelle le capital risque et le capital croissance, donc le growth et le venture de l'autre côté. Et ces deux marchés qui sont extrêmement intéressants parce que, comme tous les marchés d'actifs, des années folles de ce que les Américains appellent ZIRP, donc Zero Interest Policy, Rate Policy, donc les taux d'intérêt zéro, ils ont connu des années hallucinantes parce que tout le monde s'est dit dans un environnement où les taux sont à zéro,
tout ce qui va être de la croissance de très long terme, ça vaut plus l'infini. Donc, je vais aller me diriger vers cette classe d'actifs. Donc, ce qui s'est passé, c'est que il faut bien voir que les institutionnels, donc les gros bailleurs de fonds, ceux qui collectent l'argent, votre assurance vie ou l'épargne des retraités du Canada, ils se sont dit, en fait, je vais allouer une petite partie, mais une petite partie sur 1000 milliards, ça fait un peu d'argent, de mon bilan à des choses qui sont des choses de croissance. Et donc, si vous bougez une toute petite partie, ça a des effets volumétriques absolument gigantesques. Et donc, en cascade, ça fait que les fonds de secteur ont levé beaucoup d'argent. Ils ont cherché des cibles. Le nombre de cibles n'avait pas non plus explosé dans l'intervalle. Et donc, les boîtes qui pouvaient rentrer dans leurs critères d'investissement, qui étaient relativement limités, ont vu leur valorisation exploser. Donc ça, c'est vraiment la cascade et ce qu'il faut comprendre comme c'est l'exemple WeWork qu'on cite souvent, qui a été peut-être une des plus belles illustrations de cette euphorie. Incroyable. Une boîte qui est montée jusqu'à 70 milliards de valorisation théorique, qui aujourd'hui, dans une valorisation réelle, puisqu'elle est à la bourse, donc en fait, il n'y a pas de mensonge, doit frôler les 400 millions de dollars. Donc on voit bien le décalage fois 20 entre la valorisation théorique et la valorisation réelle. Et ça, c'est aussi un point important, c'est que c'est une industrie où il y a un écart possible entre la valorisation théorique et la valorisation réelle. Et dans l'exemple que tu donnes, c'est fois 150. Oui. Non, mais je pense que tu avais un autre exemple, mais 400 millions ou 500 millions, parce que la valorisation, 70 milliards. Bien sûr. Et d'ailleurs, moi, j'ai tendance à dire que, est-ce qu'on a déjà vu ça sur un autre sous-jacent? Est-ce que dans le private equity, est-ce que dans l'immobilier, est-ce que dans le marché action, on a vu des corrections aussi fortes, aussi rapides? Mon sentiment. Non, WeWork est vraiment, WeWork et même le capitalisme au sens large. Tout le monde s'interroge en ce moment de se dire, il y a la crise bancaire, il y a les tensions, il y a l'augmentation des taux. Quelles sont les classes d'actifs qui vont le plus corriger? Moi, j'ai envie de dire, on a déjà la réponse. Oui, alors c'est sûr au moment où on se parle. C'est sans doute effectivement une des classes d'actifs qui a le plus corrigé. Alors après, il faut voir que les horizons de détention sont longs. Donc personne et l'argent qu'il y a derrière n'est pas de l'argent retail, c'est-à-dire que c'est pas de l'argent que les gens peuvent exiger en disant en fait ça me fait peur, donc demain je demande mon capital. Donc en fait ça permet d'avoir une protection assez forte. On est sur des fonds qui vont maturer pendant 10 ans et on sait bien qu'une entreprise aussi bien gérée soit-elle, elle peut pas avoir une croissance il lui faut un peu de temps pour devenir une vraie boîte. C'est intrinsèque. C'est incompressible. Et c'est peut-être la leçon du moment. Et c'est peut-être ce qu'on apprend aujourd'hui. Exactement. C'est la leçon du moment. Et parfois, il y a des aventures extraordinaires, des Google, des Meta et autres qui arrivent à faire quelque chose d'extraordinaire, mais elles restent du registre de l'extraordinaire. Donc aujourd'hui, la leçon qu'on apprend, c'est effectivement que la croissance, ça marche très bien. On voit aussi qu'il y a des différences de business model. C'est-à-dire qu'il y a des business models dans lesquels on se disait, pour atteindre ces niveaux de croissance, on a accepté d'avoir des pertes en disant que le jour où on voudrait arrêter la croissance, les pertes vont disparaître parce que c'est des coûts qui sont pilotables. J'investis dans de la tech, j'investis dans de la conquête commerciale. Le jour où j'arrête, je ferme le robinet et en fait, effectivement, j'ai une perte à l'instant T, mais j'arrête cette perte et donc j'arrête ma croissance, mais j'arrête mes coûts et donc je redeviens une entreprise profitable qui est quand même, on peut se le dire, a été peut-être un peu oublié, mais quand même l'objectif normal d'une entreprise, c'est de créer et de générer du profit pour ses actionnaires, ses salariés. C'était quoi la phrase du chancelier allemand? C'était les investissements d'aujourd'hui sont les profits de demain, qui seront les emplois. Qui seront les emplois. Non, c'est aussi puisqu'on essaie de faire écho à Mr. Schmidt, effectivement, et c'est aussi, une forme de réponse à ce que tu disais en introduction sur la façon dont on regarde les boîtes qui ont le malheur en France de gagner de l'argent. Je rappelle que que LVMH a fait 14 milliards d'EBITDA cette année et qu'on a tendance à dire on a tendance à lui reprocher. Et dont une partie va dans la participation et revient aux salariés. Et une autre petite partie aussi au financement des services publics. Mais et aux impôts. Mais moi je fais ce parallèle là, c'est-à-dire que comme dit, on s'est éloigné de l'idée qu'il fallait être profitable pour être une entreprise durable, à la fois pour ceux qui en gagnaient beaucoup en leur reprochant, et à la fois avec une forme de tolérance et au fond une forme aussi on a beaucoup fermé les yeux sur des boîtes qui non seulement étaient loin de la profitabilité, mais qui chaque année s'en éloignaient. Voilà, c'est ça, qui sont structurellement non profitables. Et donc là, aujourd'hui, ce qui se passe aussi, c'est que on voit s'il y a des business models qui sont à terme profitables. Encore une fois, il n'y a pas de honte à accumuler quelques pertes pendant un temps si c'est pour nourrir la croissance de long terme, et d'autres business models qui ne seront jamais profitables. Et donc ça, on peut citer la liste est longue comme le bras, mais il faut voir qu'aujourd'hui, par exemple, le secteur du transport de personnes, c'est un secteur qui a consommé 60 milliards d'investissements cumulés. Tu parles des trottinettes?
Alors, je parle de tout. Je parle de la micromobilité, je parle de la voiture, du service de voiture partagée. 60 milliards ont été investis dans des boîtes pour des résultats qui sont pas du tout, ça n'a pas rendu le cash. Donc, et dont tu te dis toi, mais dont tout le monde se dit que c'est structurellement déficitaire ce type de business aujourd'hui et que ces 60 milliards, on n'est pas prêt de les retrouver. Voilà, donc il y a vraiment quand même des aberrations qui ont eu lieu. Alors après, ça fait partie aussi de la thèse d'investissement. La thèse d'investissement de ces fonds-là, ça peut sembler un peu différent ou alors absurde pour des gens de l'immobilier, mais il faut voir que vous acceptez de perdre sur quelques lignes parce que vous allez faire jackpot sur quelques autres. Donc il y a une capacité à perdre et une aversion au risque qui est très différente par rapport à des gens qui gèrent un fonds où il faut faire de la perte sur chacune de ces lignes. Et donc aujourd'hui, on est vraiment dans ce moment de correction du secteur qui touche pas que la PropTech. C'est ça. Moi j'ai j'allais dire, et qui touche aussi la PropTech, mais on dit la même chose. Tous les secteurs. Et d'ailleurs même je trouve que la PropTech est paradoxalement moins touchée que d'autres secteurs tels que la FinTech ou autres. Il y avait peut-être une loi été délirante. Ok. Et donc aujourd'hui, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que il va falloir que les acteurs qui soient en place puissent mûrir et atteindre la profitabilité. Et moi, ce que je vois aussi, c'est que le secteur immobilier a encore de larges pans de disruption disponibles. Et c'est ça la bonne nouvelle. Encore une fois, si on prend notre angle positif ou optimiste et de regarder le monde avec les lunettes des opportunités, aujourd'hui, il reste plein de bouts de l'industrie immobilière à aller digitaliser, à aller améliorer. Et c'est pas avec la révolution technologique de l'IA qu'on est en train de vivre que ça va se démentir. On a énormément de choses à faire. On parlera dans un prochain talk des applications de l'IA dans l'immobilier et ça me fait en dire qu'on va finir par s'appeler Realestech un secteur d'opportunité parce qu'effectivement, à chaque fois qu'on soulève un problème, on soulève aussi, on identifie des opportunités. Exactement. Et c'est quand même aussi ce qui fait l'intérêt de notre secteur et l'intérêt, j'espère, pour vous de cette émission. Donc sur la PropTech, pour essayer de voir un petit peu les scénarios de sortie, je vais prendre une boîte X qui avait prévu de lever de l'argent cette année et qui ne pourra pas lever parce que le marché est plus dur, tout ce que tu nous as très bien décrit. Elle a deux choix, soit elle va vers la profitabilité, et donc on peut avoir au fond des startups qui se transforment en PME rentables ou des ETI profitables, et c'est tout sauf déshonorant. Enfin, c'est même très souhaitable. Au détriment de leur croissance. Donc qui renoncent à une part de leur ambition. Donc bien sûr. Je ne deviendrai pas premier de tel segment en France, mais je deviendrai un super opérateur, quatrième ou cinquième opérateur national. Et ça, on peut voir des boîtes qui, à mon avis, auront cette trajectoire-là. Bien sûr. Pour d'autres, évidemment, on peut s'attendre à des rapprochements. Entre startups, on en a déjà beaucoup. Oui. Luco a racheté Uncle, ce qui est quand même un des premiers rapprochements, mais on voit de plus en plus d'opérations de M&A. On l'a vu dans le co-living, des gros acteurs européens qui ont décidé de se rapprocher. Donc, on peut avoir un phénomène dit de consolidation assez puissant dans cet écosystème. Et puis, bien sûr, la grande question, c'est que vont faire les gros? Que va faire les gros promoteurs? Que vont faire les grosses foncières? Vont-elles en profiter pour réinventer leur métier, repenser leur chaîne de valeur? Je vais te prendre un exemple simple. On parlait de Geoxia et des constructeurs de maisons individuelles qui étaient en difficulté parce que leur production mécaniquement baissait d'année en année. Donc, vous êtes Exao ou Anactava, vous allez produire de moins en moins de maisons individuelles. Est-ce que c'est le moment d'aller dans la rénovation? Marché de l'ancien. Et donc, est-ce que je le fais en rachetant une startup qui est par exemple spécialisée de cet écosystème? Toi, est-ce que tu t'attends à beaucoup de mouvements? Et la question plus utile, c'est à partir de quand les choses sérieuses vont commencer? Ouais, elles ont déjà commencé. Il faut bien voir que quand un entrepreneur a créé une entreprise, il choisit pas un adossement ou un rapprochement de gaieté de cœur. Ça reste quand même, beaucoup de ces entreprises ont été créées avec comme tu l'as dit, des niveaux d'ambition très forts. Donc, c'est toujours. Je veux rester tout seul, indépendant et être numéro un. C'est ça que t'appelles l'ambition très forte. C'est normal. Et c'est comme c'est cette raison-là pour lesquelles les VC les financent. Donc, et d'ailleurs, nous, on n'a pas envie de vendre Realestech non plus. Donc ça vaut pour nous aussi. Non, mais c'est vraiment ça la logique. Et les VC choisissent justement les gens les plus ambitieux. C'est un des critères de sélection. Donc c'est bien normal. Donc le mouvement a commencé, il est appelé à durer très largement parce que comme tu l'as dit, l'effet est un petit peu effet retard, c'est-à-dire que c'est cette année où les gens auraient dû lever et qui vont pas réussir à lever. Alors soit les investisseurs actuels se disent OK, en fait les chiffres sont pas forcément là mais c'est un modèle dans lequel je crois à long terme. Donc je vais remettre de l'argent. Donc ça c'est une petite dilution pour les fondateurs en général, mais ça permet de passer la crise, soit c'est des stratégies de sortie. Est-ce que ce sera les grands groupes? Et c'est là où j'ai un sujet, c'est que aujourd'hui, moi je vois beaucoup de grands groupes qui sont un peu dans le paradoxe de Christensen, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à se dire qu'ils vont se disrupter par eux-mêmes, qui est de se dire, c'est le fameux syndrome de Kodak. Je vois le développement du numérique. Il est là, mais il je est fais clair. 90% de mon chiffre d'affaires sur l'argentique.
en fait je laisse passer le train et je rate ce sujet-là. C'est le sujet sur Google avec OpenAI aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai créé un large language model qui pourrait avoir concurrencé depuis plusieurs années celui de OpenAI, de GPT, mais je gagne tellement d'argent sur le search avec une barre de recherche que je suis incapable de passer dans un autre modèle. Donc on voit bien que ce paradoxe-là, il est très puissant, et il est très puissant en France, et j'ai du mal à voir des grands groupes acheter, ou quand ils achètent, malheureusement, ils détruisent énormément de valeur au passage, parce qu'ils ont du mal à intégrer. Et donc, moi, je penche plutôt pour des rapprochements de consolidation, donc des acteurs tech qui ont des plateformes sur lesquelles on peut agréger d'autres solutions, parce qu'ils sont leaders, parce qu'ils sont proches de la rentabilité, plus que sur vraiment des logiques d'adossement à des grands groupes. Je serais un peu moins dur que toi, un peu moins sévère. Je pense que ce que tu dis était très vrai. On l'a vu avec pas mal de grandes entreprises qu'on a accompagnées, qu'on a conseillées. Je pense que beaucoup ont appris quand même au cours de ces dernières années avec des rapprochements qui n'ont pas toujours réussi, des investissements directs qui n'ont pas toujours été couronnés de succès. Donc, je suis d'accord avec toi dans l'absolu. Je pense que le moment là va peut-être être un peu plus clair. Et je pense que, et là, on réconcilie peut-être nos deux points de vue. C'est bien parce que les acteurs traditionnels de l'immobilier, pour tout ce qu'on s'est dit avant et tout ce qu'on répète dans la newsletter et tout ce qu'on dit dans ce talk, voient leur métier changer. Bien sûr. Je veux dire, je suis promoteur en 2017 ou 2016. Bon, honnêtement, l'avenir à 5 ans de mon business, je le vois à peu près. J'achète des terrains, j'obtiens des permis, je vends des logements, j'ai des investisseurs institutionnels, j'ai des investisseurs Pinel. Le modèle fonctionne assez bien. La production se maintient. Aujourd'hui, je suis promoteur de logements. Le nombre de nuages qui sont autour de moi, tu les connais, on les connaît, ils sont nombreux. Et peut-être que le fait que mes fondamentaux, et là, et c'est là que c'est pas vraiment un moment Kodak, en réalité. Ouais, bien sûr. En tout cas, on n'est peut-être pas tout à fait dans le moment Kodak ou alors on est Kodak avec un argentique qui ne marche plus. Oui, bien sûr. Et donc là, ça va être intéressant de voir, est-ce que la pression qui est faite sur les promoteurs, sur les investisseurs, voilà, mon métier, c'était de faire du value add bureau à Paris. Bon, aujourd'hui, c'est très, très compliqué. Bien sûr. Peut-être que je vais faire de l'hôtellerie, mais je peux pas le faire en direct. Donc, peut-être que je prends une participation dans quelqu'un qui s'est transformé du bureau en hôtellerie. Une plateforme. Donc, c'est la nuance que j'apporte à ton regard sur, je sais pas si c'est le temps des corporates, mais en tout cas, c'est peut-être le moment où des gens riches, mais assis sur un sous-jacent et un business très challengé, vont prendre des risques de capital risque qu'ils auraient pas pris dans un monde normal. Bien sûr. Et ça, c'est quand même super enthousiasmant. Et on revient sur notre logique de monde d'opportunité. Je crois que c'est quand même le fil rouge et le fil directeur de tout ce qu'on se dit. Donc je pense que c'était utile. Donc, merci beaucoup, Robin, pour cette deuxième édition. Ravi d'avoir été là. Ravi. Merci beaucoup pour cet échange. J'apprends plein de choses quand je discute avec toi que je ne connaissais pas. Donc, c'est aussi très utile pour moi et pour les gens qui, je pense, nous écoutent. Quelques éléments de rappel en cette fin de vidéo. D'abord, vous dire rendez-vous le mois prochain pour un nouveau talk. Vous dire aussi que nous aurons de plus en plus des invités que nous ferons venir dans ce talk, peut-être pas sur toute la période, mais sur un petit quart d'heure, sur un sujet. On a la chance dans Real Estate d'avoir des partenaires très sachants sur plein de thématiques et on va leur donner de plus en plus la parole. Donc, si vous aimez Real Estate, j'espère que vous aimez bien Vincent et Robin, mais sachez que vous aurez en plus d'autres intervenants qui viendront vous éclairer sur ces tendances de fond. Vous redire aussi que vous êtes les bienvenus si vous voulez vous inscrire à la newsletter. Le lien est en dessous de la vidéo. Et vous dire enfin, mais je l'ai dit en introduction, que ce format vidéo, vous avez le corollaire qui est en version podcast, accessible aussi par un lien qui est sous cette vidéo pour ceux qui le regardent ou qui l'écoutent en voiture, dans les transports en commun. L'idée, c'est que Real Estate est accessible partout. Vous pouvez lire la newsletter, vous pouvez regarder des vidéos, vous pouvez écouter des audios. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de frontières et que vous puissiez vous informer et devenir meilleur pour saisir les opportunités. Je vois que c'est vraiment le point et on sent bien la sinistrose générale qui s'empare de notre industrie. Et on ne veut pas rentrer là-dedans et on dit ce qui va pas, mais on dit aussi ce qui va bien. Et comme je le dis, et peut-être Robin, peut-être ça sera aussi ton mot de la fin, c'est les besoins sont là, les désirs sont là. Tu parlais du désir de maison individuelle des Français, mais les Français, ils ont envie de mètres carrés. Moi, je pense que c'est un des points massifs. Et donc, vous qui nous écoutez, vous avez plein de façons de vous positionner. Donc, c'est ça te va si on dit un secteur d'opportunité? Exactement. Je pense que ce sera une émission d'opportunité et on va le bander comme ça. Et merci Robin, merci à vous qui nous avez écoutés et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode du Talk.